Il y a une cruauté particulière dans un chagrin d'amour qui se produit en public, une sorte de dévastation qui se multiplie à chaque regard apitoyé et à chaque commentaire chuchoté, jusqu'à ce que l'âme blessée ait l'impression que sa douleur est devenue un divertissement pour les masses, et c'est précisément cette variété de chagrin d'amour qui avait façonné Lady Eleanor Ashford en la femme qu'elle était devenue à l'âge de 24 ans. Elle possédait le genre de beauté qui se révélait lentement, non pas la joliesse éblouissante et évidente qui attirait immédiatement l'attention dans les salles de bal, mais plutôt une beauté tranquille que l'on trouvait dans l'intelligence de ses yeux gris, la douce courbe de ses lèvres lorsqu'elle souriait, et la manière gracieuse dont elle se tenait, même dans les circonstances les plus éprouvantes. Ses cheveux avaient la couleur des marrons d'automne, riches et chauds, et elle les portait maintenant simplement, sans les coiffures élaborées qui l'avaient autrefois désignée comme une jeune dame à la mode et pleine d'avenir. 3 ans auparavant, Eleanor avait été fiancée à Lord Reginald Blackwood, le vicomte Hartley, un homme dont le charme avait ébloui son jeune cœur et dont les promesses avaient peint des images d'un avenir rempli d'amour et de sécurité. Elle avait cru chaque mot qui tombait de ses belles lèvres, avait chéri chaque regard volé à travers les salles bondées, avait compté les jours jusqu'à ce qu'elle devienne sa femme et commence la vie dont elle avait rêvé depuis son enfance. Les fiançailles avaient été le triomphe de sa première saison, évoqué avec approbation par les matrones de la société et avec envie par les autres jeunes dames qui avaient espéré attirer l'œil du vicomte. Eleanor avait flotté à travers ces mois dans un nuage de bonheur, aveugle à la lueur calculatrice qui scintillait parfois dans les yeux de Reginald lorsqu'il regardait sa modeste dot, sourde aux murmures selon lesquels ses dettes s'accumulaient plus vite que son charme ne pouvait les gérer. Le coup de grâce tomba au bal de Somerton, le plus grand événement de la saison, où Eleanor était arrivée dans sa plus belle robe, s'attendant à danser toute la nuit dans les bras de son fiancé. Au lieu de cela, elle était restée figée au centre de la salle de bal, tandis que Reginald annonçait, avec une désinvolture dévastatrice, que leur fiançailles était terminée, qu'il avait trouvé une épouse dont la fortune convenait mieux à ses besoins, et qu'il souhaitait à Eleanor tout le meilleur pour l'avenir. Le silence qui suivit fut absolu, un vide sonore qui sembla s'étirer pendant une éternité, avant que les chuchotements ne commencent, et Eleanor sentit tous les yeux de la salle sur elle, alors que son monde s'effondrait en poussière à ses pieds chaussés de soie. Au cours des 3 années qui ont suivi cette soirée catastrophique, Eleanor s'était entièrement retirée de la société, ne trouvant ni le cœur ni les moyens de continuer à participer à un monde qui avait été témoin de son humiliation. Les finances de sa famille, jamais robustes, avaient décliné régulièrement à mesure que la santé de son père se détériorait, et elle s'était consacrée à ses soins dans leur modeste domaine de campagne, vendant des trésors pièce par pièce pour payer les médecins et les médicaments, regardant la vie confortable qu'elle avait connue se réduire lentement à une pauvreté distinguée. Elle ne rêvait plus d'amour, de salles de bal ou de beaux prétendants. Elle ne rêvait que du rétablissement de son père et de maintenir d'une manière ou d'une autre leur petit foyer intact pour un autre mois, une autre saison, une autre année. Mais avant que le destin de nos amoureux ne soit révélé, abonnez-vous pour ne manquer aucun chapitre de romance et de scandale. Et dites-nous dans les commentaires d'où nous regardez-vous. Maintenant, commençons. Alexander Ashworth, le duc de Thornwood, avait gagné sa redoutable réputation au cours de 5 années de froideur implacable, et toute l'Angleterre le connaissait sous le nom chuchoté dans les salons et les clubs de gentlemen, le duc de Pierre, un homme dont le cœur s'était changé en granit et dont le regard pouvait glacer la plus audacieuse des débutantes au milieu d'une révérence. Il était grand et large d'épaules, avec des cheveux sombres touchés par un argent prématuré aux tempes et des yeux de la couleur d'une tempête d'hiver, gris et perçants et totalement dépourvus de chaleur,
lorsqu'ils observaient le monde autour de lui. Son visage avait pu être beau autrefois, et possédait en effet encore les os solides et les traits autoritaires qui attiraient des regards réticents de la part de dames qui savaient qu'il ne fallait pas espérer. Mais c'était un visage qui avait oublié comment sourire. Un visage qui portait la sévérité comme une armure contre quiconque chercherait à franchir les murs qu'il avait construits autour de lui. 5 ans auparavant, Alexander avait été un homme différent, un homme capable de rire et de tendresse, un homme qui avait épousé une douce jeune femme nommée Catherine et qui avait osé rêver d'un avenir rempli d'enfants et de contentement et des joies tranquilles du bonheur domestique. Catherine avait été douce et bonne, une épouse qu'il adorait même si leur mariage avait été arrangé par leur famille plutôt que déclenché par un amour passionné. Et Alexander s'était profondément soucié d'elle, avait attendu avec impatience de vieillir à ses côtés, avait senti son cœur se gonfler lorsqu'elle lui avait dit qu'elle portait son enfant. Mais le destin, cette plus cruelle des maîtresses, avait arraché tout espoir en une seule nuit terrible, où l'accouchement de Catherine s'était mal passé, où les médecins secouèrent la tête avec des visages graves, où Alexander arpentait les couloirs de Thornwood en écoutant des cris qui s'éteignirent peu à peu dans un silence bien plus horrible que n'importe quel son. Elle mourut à l'aube, sa jeune femme, et leur fils, parfait et minuscule, et n'ayant jamais eu la chance de respirer, mourut avec elle, et Alexander se tint devant leur tombe dans le cimetière familial, et jura sur tout ce qu'il avait de plus sacré qu'il n'aimerait plus jamais, qu'il ne donnerait plus jamais au destin l'occasion de le détruire si complètement. Dans les années qui ont suivi ce matin noir, Alexander s'était retiré dans son vaste domaine sur les landes isolées. Un immense manoir gothique appelé Thornwood Hall, qui convenait parfaitement à son tempérament avec ses murs de pierre grise, ses terres balayées par le vent et la brume omniprésente qui roulait sur la bruyère. Il menait ses affaires avec une efficacité impitoyable, multipliant sa fortune déjà considérable par des investissements et une gestion avisée, et il rejetait toute tentative de mariage avec un dédain si glacial que les mères finirent par cesser d'essayer, avertissant leurs filles que le duc de Thornwood n'était pas seulement indisponible, mais dangereux dans son détachement. La société le craignait, les serviteurs tremblaient devant lui, et même ses propres parents gardaient leur distance, à l'exception de son cousin Marcus, dont les yeux brillaient d'une avarice à peine dissimulée, alors qu'il attendait que le duc meure sans héritier pour que le titre et la fortune lui reviennent. Alexander ne se souciait de rien de tout cela, ni des chuchotements, ni de la peur, ni de la solitude qui s'insinuait parfois en lui aux heures les plus sombres de la nuit, car il avait fait son choix, avait scellé son cœur là où rien ni personne ne pourrait plus jamais le toucher, et il avait l'intention de tenir ce vœu jusqu'à son dernier jour. La tempête d'automne s'abattit sur la campagne avec une fureur qui semblait presque personnelle, comme si les cieux eux-mêmes avaient décidé de déchaîner chaque goutte de pluie et chaque rafale de vent qu'ils possédaient sur les routes sinueuses et les collines ondulantes des landes anglaises. Et c'est dans cette tempête que Lady Eleanor Ashford se retrouva à voyager, seule dans une diligence de louage qui grinçait et gémissait à chaque balancement violent. Elle avait passé la matinée dans le village d'Ashcroft, à une 30aine de milles du domaine de son père, à régler des affaires qui lui avaient brisé le cœur, même si la nécessité l'exigeait. La vente des derniers bijoux restants de sa mère, un délicat ensemble de perles et une broche en rubis qui avait été promis à Éléanore le jour de son mariage, un jour qui n'était jamais venu et ne viendrait jamais. Le bijoutier avait été aimable, lui offrant un prix juste et détournant les yeux des larmes qu'elle ne pouvait tout à fait réprimer en signant les papiers et en acceptant la petite bourse de pièces qui paierait un autre mois de médicaments pour son père, un autre mois pour tenir les créanciers à distance, un autre mois de la lente diminution de tout ce qu'elle avait autrefois connu et aimé. La tempête avait commencé alors qu'elle quittait le village,
d'abord comme une pluie douce qui tapotait contre les vitres de la diligence, puis comme une averse battante qui réduisait la visibilité à quelques mètres, et enfin comme un vent hurlant qui faisait s'écraser des branches sur la route et transformait la terre battue en rivière de boue traîtresse. Éléanor s'agrippa au siège de velours usé, alors que la diligence tanguait violemment, son cœur battant contre ses côtes, en entendant les jurons crier du cocher par-dessus le rugissement du vent. Puis vint le son qu'elle avait redouté. Un craquement sec, une embardée écœurante sur le côté, et l'arrêt brutal des roues qui ne tourneraient plus. La portière de la diligence s'ouvrit brusquement, révélant le visage strié de pluie du cocher, pâle de peur alors qu'il criait que la roue s'était brisée, qu'ils étaient bloqués sur les landes alors que la nuit tombait rapidement, qu'il prendrait l'un des chevaux et irait chercher de l'aide pendant qu'elle resterait avec la diligence. Avant qu'Éléanor ne puisse protester, avant qu'elle ne puisse souligner la folie de laisser une femme seule sur une route déserte par un tel temps, il avait détaché le plus fort des 2 chevaux et avait disparu sous la pluie battante, la laissant avec rien d'autre que le vent hurlant, l'obscurité grandissante et la terrible certitude qu'elle pourrait bien périr ici, seule et sans personne pour la pleurer, sur cette portion de route maudite. Elle sortit de la diligence en ruine, sa robe de voyage immédiatement trempée, ses cheveux soigneusement épinglés arrachés par le vent avide, et c'est alors qu'elle la vit, une lumière au loin, dorée et stable contre la fureur grise de la tempête, émanant de ce qui semblait être une grande maison perchée sur une élévation des landes. Éléanor connaissait ces terres, les connaissait de réputation sinon par expérience directe, et son cœur se serra d'une autre sorte de peur en reconnaissant où le destin l'avait abandonné, à distance de marche de Thornwood Hall, le domaine du duc de Pierre lui-même, un homme dont le nom était prononcé à voix basse et dont l'hospitalité n'était accordée à personne. Mais le froid s'infiltrait dans ses os, et l'obscurité tombait vite. Et Eleanor Ashford n'avait pas survécu à 3 ans de chagrin d'amour et de difficultés pour mourir d'entêtement sur une route boueuse. Alors, elle rassembla ses jupes trempées et commença à marcher vers la lumière, vers le redoutable maître des landes, vers un destin qu'elle ne pouvait pas encore commencer à imaginer. Les portes massives en chêne de Thornwood Hall se dressaient devant Éléanor comme les portes d'une ancienne forteresse, sombre et imposante, et apparemment imperméable au cou désespéré d'une femme trempée de pluie, dont les forces l'abandonnaient à chaque instant qui passait, et pourtant elle frappa avec ce qui lui restait de résolution, sachant que faire demi-tour maintenant signifierait une mort certaine sur les landes impitoyables. Pendant ce qui sembla une éternité, il n'y eut aucune réponse. Seulement le vent hurlant, la pluie battante et la terrible peur d'être venue jusqu'ici pour se voir refuser un refuge. Mais ensuite, elle entendit des pas s'approcher, entendit le grincement des verrous en fer qu'on retirait, et la porte s'ouvrit juste assez pour révéler le visage sévère d'un majordome âgé, dont l'expression signifiait très clairement que les visiteurs inattendus n'étaient ni les bienvenus, ni tolérés à Thornwood Hall. « Le maître ne reçoit aucune visite », entonna le majordome, sa voix aussi froide que la pluie qui ruisselait sur le visage d'Éléanor, et il commença à refermer la porte, alors même qu'elle balbutiait une explication de sa situation, ses mots se bousculant dans son désespoir d'être entendus avant d'être rejetés dans la tempête. « Monsieur Graves, que signifie tout ce vacarme ?» La voix qui perça le vent hurlant était profonde et autoritaire, et Éléanor regarda par-delà le majordome pour voir une silhouette émerger de l'ombre du grand hall, un homme grand et large d'épaules, dont la seule présence semblait calmer l'air autour de lui, dont les yeux gris se fixèrent sur elle avec une intensité qui lui fit oublier, un instant, à quel point elle avait froid et à quel point elle avait eu peur. Ceci, elle le sut avec une certitude absolue, était le duc de Thornwood lui-même, le duc de Pierre de la légende,
et il l'étudiait avec une expression qui ne révélait rien de ses pensées, alors que son regard parcourait son apparence débraillée, sa robe en ruine, ses cheveux collés à ses joues pâles par la pluie incessante. Eleanor redressa le dos malgré ses frissons, rencontrant son regard avec toute la dignité qu'elle pouvait rassembler, car elle avait appris dans les années amères, depuis son humiliation, que se prosterner devant ceux qui détenaient le pouvoir sur sa situation ne lui valait que leur mépris, et elle ne donnerait pas à cet homme redoutable la satisfaction de la voir ramper. « Votre grâce, dit-elle, sa voix plus stable qu'elle n'aurait eu le droit de l'espérer, je suis Lady Eleanor Ashford, et je me trouve bloquée sur votre route à cause d'une roue de diligence brisée, et je vous supplie humblement de m'abriter de cette tempête jusqu'au matin. » Quelque chose vacilla dans ses yeux gris d'hiver, quelque chose qui aurait pu être de la surprise ou peut-être de la curiosité, bien que cela disparût si rapidement qu'Eleanor ne put être certaine de l'avoir vue. Pendant un long moment, il la regarda simplement, cet homme que l'on disait sans cœur, et Eleanor soutint son regard sans ciller, refusant de baisser les yeux ou de supplier plus qu'elle ne l'avait déjà fait. « Laissez-la entrer, Graves, » dit enfin le duc, sa voix dédaigneuse et froide, et il se détourna sans un autre mot, disparaissant dans les ombres d'où il avait émergé. Eleanor franchit le seuil de Thornwood Hall, l'eau formant une flaque autour de ses chaussures en ruine, et alors que les grandes portes se refermaient derrière elle avec un bruit retentissant, elle ne put se défaire du sentiment qu'elle venait de franchir le seuil d'un monde d'où il n'y aurait peut-être pas de retour facile. La tempête fit rage au-delà de ses premières heures désespérées, hurlant sur les landes avec une intensité qui ne montrait aucun signe de fléchissement, et Eleanor se retrouva piégée dans les grands et solitaires couloirs de Thornwood Hall, non pas pour une nuit, mais pour 3, regardant la pluie s'abattre contre des fenêtres qui semblaient s'étirer vers les cieux, et sentant l'ancienne maison frémir sous chaque rafale de vent qui dévalait des collines. On lui avait donné une chambre d'amis d'une élégance inattendue, ses meubles riches, bien qu'un peu défraîchis, sa cheminée constamment entretenue par des serviteurs qui se déplaçaient dans la maison comme des fantômes, parlant peu et l'observant avec des yeux curieux qui suggéraient que les visiteurs dans cet endroit isolé étaient en effet rares. Eleanor explora les parties de la maison qui lui semblaient ouvertes, errant dans des couloirs bordés de portraits d'ancêtres au visage sévère, à travers des salons drapés de housses de protection, à travers une magnifique bibliothèque qui lui coupa le souffle avec ses étagères imposantes et ses trésors reliés en cuir, et partout où elle allait, elle sentait la profonde solitude qui imprégnait ses murs, comme si les pierres elles-mêmes pleuraient quelque chose de précieux qui avait été perdu. Elle rencontrait le duc au repas, car il insistait avec une formalité bourrue pour qu'elle se joigne à lui dans la salle à manger caverneuse plutôt que de prendre ses repas seuls, et ses dîners se passaient dans une conversation guindée qui semblait lui coûter un effort considérable, ses réponses brèves et ses yeux gris méfiants, bien qu'Eleanor remarquât qu'il s'assurait que son assiette était toujours remplie des meilleures portions et que son verre de vin n'était jamais vide. Ce fut Madame Pemberton, l'aimable gouvernante dont le visage rond et les manières chaleureuses contrastaient vivement avec la froideur de son maître, qui éclaira enfin les ombres qui planaient sur Thornwood Hall, parlant à voix basse alors qu'elle aidait Eleanor à s'habiller un matin de la jeune duchesse qui était morte 5 ans auparavant, de l'héritier en bas âge qui n'avait jamais respiré, de la façon dont le maître s'était isolé du monde et de son propre cœur, devenant le duc de Pierre dont toute l'Angleterre chuchotait avec un mélange de peur et de fascination. Eleanor sentit quelque chose bouger dans sa poitrine en absorbant cette connaissance, une sympathie inattendue pour l'homme redoutable qui prenait ses repas en silence et arpentait seul les couloirs de sa maison vide, et elle se surprit à le regarder avec de nouveaux yeux.
voyant non pas la froideur mais le deuil, non pas la cruauté mais une blessure qui n'avait jamais pu guérir. Et bien qu'elle ne le sût pas, n'aurait pu le deviner à son visage impassible, Alexander l'observait également, notant la façon dont elle remerciait les serviteurs avec une chaleur sincère, la façon dont elle manipulait les livres de sa bibliothèque avec un soin respectueux, la façon dont elle ne se prosternait ni devant sa réputation, ni ne cherchait à le charmer avec des artifices féminins, et quelque chose de longtemps endormi s'agita sous la glace autour de son cœur, quelque chose qu'il refusait de nommer, mais ne pouvait entièrement réprimer. Alexander avait fait des recherches discrètes, comme c'était sa nature, car il n'était pas homme à tolérer les mystères dans son propre domaine. Et ce qu'il apprit sur Lady Eleanor Ashford peignit un portrait qui suscita quelque chose de dérangeant dans sa poitrine, quelque chose qui ressemblait dangereusement à de la compassion pour cette femme qui avait été publiquement humiliée par un homme indigne de prononcer son nom, dont la famille était tombée du confort à une pauvreté distinguée, dont le père gisait mourant pendant qu'elle vendait les bijoux de sa mère pour payer des médecins qui ne pouvaient offrir qu'un réconfort temporaire. Il se dit que son intérêt était purement pratique, que tout gentleman souhaiterait comprendre les circonstances d'une invitée inattendue. Mais il se surprit à s'attarder sur les détails bien plus longtemps que la pratique ne l'exigeait, se surprit à l'observer avec une attention qu'il n'avait accordée à aucune autre âme depuis 5 longues années. Le deuxième soir de son séjour forcé, il la découvrit dans sa bibliothèque, blottie dans le fauteuil en cuir près du feu, avec un volume de poésie de Wordsworth ouvert sur ses genoux, et il s'arrêta dans l'embrasure de la porte pour l'observer sans être vu, frappé par la façon dont la lumière du feu jouait sur ses traits pendant qu'elle lisait, par l'absorption sincère de son expression qui parlait d'un esprit engagé, plutôt que d'une femme passant simplement le temps. Elle ne lisait pas les romans à la mode que les dames de la société dévoraient et discutaient à voix haletante, ne parcourait pas les volumes de ragots ou de fantaisie romantique, mais elle avait plutôt trouvé sa collection de philosophie et de vers, les livres qu'il chérissait lui-même, et elle les manipulait avec la révérence de quelqu'un qui comprenait leur valeur. Il dut faire un bruit, car elle leva soudain les yeux, et plutôt que la culpabilité surprise à laquelle il aurait pu s'attendre, elle rencontra son regard avec une franchise calme, fermant le livre avec soin, mais ne faisant aucun mouvement pour fuir sa présence. « Pardonnez-moi, votre grâce, » dit-elle, sa voix cette agréable mélodie basse qu'il s'efforçait d'entendre au repas. « Je n'ai pu résister à la tentation d'une bibliothèque si magnifique, bien que j'aurais dû demander la permission avant de me servir de vos livres. » Il se surprit à entrer dans la pièce plutôt qu'à se retirer, se surprit à s'installer dans le fauteuil en face du sien comme si c'était la chose la plus naturelle au monde, et quand il parla, sa voix fut moins froide qu'il ne l'avait prévu. « Vous avez bien choisi, » observa-t-il, hochant la tête vers le Wordsworth. « Bien que j'avoue être surpris de trouver une dame de votre âge préférant la poésie à des divertissements plus populaires. » La conversation qui suivit ne ressembla à aucune autre qu'Alexander avait eue depuis son exil auto-imposé de toute connexion émotionnelle, car Éléanore lui parla non pas comme une suppliante cherchant une faveur, ni comme une mère marieuse lorgnant un titre, mais comme une égale dont l'esprit avait été aiguisé par la solitude et le chagrin en quelque chose de fin et de vif. Et il se surprit à offrir des opinions qu'il n'avait partagées avec personne, à débattre d'interprétations de vers, à s'attarder bien plus longtemps que la bienséance ne le suggérait pendant que le feu diminuait et que la tempête hurlait derrière les fenêtres, attiré inexorablement par la force tranquille de son maintien et la tristesse dans ses yeux saphirs qui faisaient écho au chagrin qu'il voyait chaque matin dans son propre miroir. Le 4e matin, Éléanore se réveilla dans le silence, un silence si profond, après 3 jours de vent hurlant et de pluie battante, qu'elle resta immobile pendant plusieurs instants, incertaine si elle rêvait encore, avant de se lever et de traverser la pièce jusqu'à la fenêtre
pour découvrir que la tempête était enfin passée, laissant les landes lavées et scintillantes sous un pâle soleil d'automne qui semblait presque s'excuser de sa longue absence. Elle s'habilla avec soin, sa robe d'emprunt, car Madame Pemberton avait insisté pour lui fournir des vêtements propres pendant que les siens étaient nettoyés et raccommodés, lui semblant étranges sur la peau, et elle descendit à la salle du petit-déjeuner avec une lourdeur particulière dans la poitrine qu'elle refusa d'examiner de trop près, se disant que ce n'était que de l'anxiété pour le voyage à venir et les ennuis qui l'attendaient à la maison, et certainement pas de la réticence à quitter cette maison solitaire et son maître énigmatique. Alexander était déjà présent lorsqu'elle entra, debout près de la fenêtre, le dos tourné à la pièce, et il se retourna au son de ses pas avec une expression qu'elle ne put déchiffrer. Ses yeux gris étudiant son visage, comme s'il y cherchait quelque chose qu'il ne pouvait nommer. « Les routes seront praticables d'ici midi, » dit-il sans préambule, sa voix portant cette familiarité froide et formelle. « J'ai pris des dispositions pour que ma propre voiture vous ramène chez vous, car votre diligence de louage s'est avérée singulièrement peu fiable. » Eleanor le remercia avec la grâce tranquille qui était devenue habituelle entre eux, mais avant qu'elle ne puisse parler davantage, il leva une main pour prévenir ses mots, et quelque chose dans son attitude changea, une tension s'installant dans ses larges épaules qui suggérait qu'il était sur le point de dire quelque chose qui lui coûtait un effort considérable. « Avant votre départ, » dit-il, les mots sortant lentement comme si chacun nécessitait une sélection délibérée, je voudrais vous parler d'une affaire d'une certaine importance, une proposition qui peut vous sembler irrégulière, mais que je vous demande de considérer avec la même intelligence pratique que vous avez démontrée tout au long de votre séjour inattendu dans ma demeure. Le cœur d'Éléanore commença à battre avec une rapidité inconfortable, bien qu'elle gardât son expression calme, et elle inclina la tête en une invitation silencieuse à continuer. Ce qui suivit fut peut-être la conversation la plus extraordinaire de sa vie, livrée sur le ton mesuré d'Alexander avec toute la chaleur d'une négociation commerciale, mais contenant en elle les germes de la transformation de tout son avenir. Il avait besoin d'un héritier, expliqua-t-il, car sans un, son domaine et son titre passeraient à un cousin dont la cruauté et la dissipation détruiraient tout ce que des générations d'Ashworth avaient bâti. Elle avait besoin de sécurité, de stabilité financière, de protection contre un monde qui l'avait traité avec une indifférence cruelle. Il proposa un mariage de convenance, un arrangement de bénéfices mutuels dans lequel elle recevrait la pleine protection de son nom et de sa fortune. Son père aurait accès aux meilleurs médecins que l'argent pouvait procurer, et elle ne manquerait de rien de matériel pour le reste de ses jours. En retour, elle lui fournirait l'héritier que le devoir exigeait et la compagnie d'une femme intelligente dont la présence, admit-il avec une difficulté évidente, lui était considérablement moins désagréable qu'il ne l'avait prévu. Il n'y aurait aucune prétention d'attachement romantique, aucune attente d'affection au-delà du respect mutuel, aucune exigence sur son cœur qu'il comprenait avoir été blessé par quelqu'un qui s'était révélé indigne de son estime. Eleanor écouta en silence, son esprit parcourant des calculs de praticité et de fierté, pesant la sécurité qu'il offrait contre les rêves d'amour qu'elle avait depuis longtemps abandonnés comme des fantaisies enfantines. Et quand elle accepta enfin, sa voix était stable et son raisonnement solide, car elle ne voyait dans sa proposition rien de plus qu'un sauvetage sensé d'une situation impossible, et il ne voyait dans son acceptation rien de plus que l'accomplissement d'un devoir longtemps différé. Ni l'un ni l'autre ne reconnut, même à eux-mêmes, le soulagement qui les inonda à la perspective d'une proximité continue, ni la façon dont leurs yeux se rencontrèrent et se maintinrent juste un instant de plus que ce qu'exigeaient de simples affaires, car tous deux étaient passés maîtres dans l'art de l'auto-illusion. Et tous deux croyaient avec une parfaite sincérité que cet arrangement n'avait absolument rien à voir avec le cœur.
Le mariage fut une affaire discrète, célébrée dans la petite chapelle de Thornwood Hall, en présence seulement du vicaire, du personnel de la maison et du père fragile d'Éléanore. Ce dernier, ayant été transporté avec le plus grand soin dans la voiture la plus confortable d'Alexander, et installé dans une chambre d'amis ensoleillée, où des médecins s'occupaient de lui jour et nuit, et tandis qu'Éléanore prononçait ses vœux d'une voix ferme, elle se dit que le battement dans sa poitrine n'était que de la nervosité face à la solennité de l'occasion, et n'avait absolument rien à voir avec la façon dont les yeux gris d'Alexander tenaient les siens avec une intensité qui semblait percer jusqu'à son âme. Elle s'installa dans sa nouvelle demeure en tant que duchesse de Thornwood, un titre qui semblait étrange sur sa langue et encore plus étrange lorsque les serviteurs s'adressaient à elle avec de profondes révérences et des murmures respectueux. Et pendant ces premières semaines, elle erra dans la grande maison comme un fantôme, apprenant ses couloirs et ses chambres, découvrant des pièces qui étaient restées inutilisées pendant des années, leurs meubles drapés de housses de toile et leurs fenêtres fermées à la lumière, comme si tout le domaine avait retenu son souffle, attendant que quelque chose ou quelqu'un redonne vie à ses os. Éléanore ne supportait pas l'obscurité, le poids oppressant du deuil qui planait dans chaque coin ombragé, et elle commença donc, timidement d'abord, puis avec une confiance croissante, à apporter de petits changements qui transformèrent le caractère de sa nouvelle demeure sans prétendre effacer son histoire, ordonnant que les rideaux soient ouverts chaque matin pour laisser entrer la pâle lumière du soleil d'automne, demandant au jardinier de couper des fleurs fraîches pour les pièces de réception, s'assurant que des feux vifs brûlaient dans des foyers qui étaient restés froids depuis longtemps. Et progressivement, la maison commença à se réchauffer, non seulement en température, mais en esprit, comme si elle se réveillait lentement d'un long et troublé sommeil. Alexander observa ces changements avec une expression qu'Éléanore ne put déchiffrer, ses yeux gris suivant les vases de chrysanthèmes qui apparaissaient sur les tables, les plaids doux qu'elle drapait sur les chaises de la bibliothèque. La façon dont elle réarrangeait le salon pour capter la lumière de l'après-midi, et bien qu'il ne dit rien d'approbation ou de désapprobation, elle remarqua qu'il s'attardait plus longtemps dans les pièces qu'elle avait touchées, que son pas semblait plus léger lorsqu'il traversait des couloirs éclairés par sa discrète influence. Leurs soirées prirent un rythme qu'Éléanore trouva étonnamment confortable, le dîner pris ensemble dans la plus petite salle à manger, plutôt que dans la salle de réception caverneuse, des conversations qui commençaient par des plaisanteries guindées et s'étendaient progressivement à des discussions sur les livres, la musique et la gestion du domaine, et elle découvrit que sous son extérieur rébarbatif, Alexander possédait un esprit sec qui émergeait de manière inattendue et une profondeur de connaissance sur des sujets allant de l'innovation agricole à la philosophie classique. Elle remarqua aussi les petites attentions qu'il lui portait sans commentaire ni attente de gratitude, la façon dont son thé préféré apparaissait au petit déjeuner bien qu'elle n'eût mentionné sa préférence qu'une seule fois, le châle qui se matérialisait sur sa chaise lorsque les soirées devenaient fraîches, l'ordre permanent qu'il avait donné que tout livre qu'elle désirait soit procuré quel qu'en soit le coût ou la rareté. Et ces actes de considération discrets la touchèrent plus profondément que de grands gestes n'auraient jamais pu le faire, car il parlait d'un homme qui observait et se souvenait, qui se souciait de son confort de manière qui ne nécessitait aucune reconnaissance, et elle commença à soupçonner que le duc de Pierre n'était peut-être pas aussi imperméable aux sentiments que le monde le croyait. Ce fut au cours de sa 3e semaine en tant que duchesse qu'Éléanore découvrit la porte verrouillée à l'étage supérieur de l'aile est, une lourde barrière en chêne qui se distinguait de toutes les autres dans la maison en raison de la clé en laiton qui restait perpétuellement tournée dans sa serrure et de la façon dont les yeux des serviteurs se détournaient lorsqu'elle posait des questions à ce sujet, leurs réponses étant de vagues murmures sur le rangement et la désuétude qui ne lui disaient rien et tout à la fois, et elle comprit, sans qu'on le lui dise,
que derrière cette porte se trouvait la nurserie qu'Alexander avait scellée 5 ans auparavant, la pièce qui avait été préparée avec tant d'espoir pour un fils qui n'avait jamais respiré. Et elle honora son deuil, en n'essayant jamais d'entrer, en n'insistant jamais pour des explications, reconnaissant simplement la porte verrouillée, en passant devant chaque jour, avec un respect silencieux pour des blessures qui n'avaient pas encore guéri et ne le feraient peut-être jamais complètement. Au lieu de cela, elle tourna son attention vers les jardins négligés qui s'étendaient derrière la grande maison, autrefois de magnifiques arrangements formels tombés en désarroi sauvage, les rosiers devenus longs et emmêlés, les haies perdant leur forme soignée, les parterres de fleurs étouffés par les mauvaises herbes qu'on avait laissées prospérer sans contrôle pendant des années. Et elle trouva dans ce travail un but qui satisfaisait quelque chose de profond dans son âme, passant des heures dans le froid de l'automne, avec de la terre sous les ongles, et un vieux tablier protégeant ses robes, dirigeant les jardiniers dans leurs efforts, tout en apportant son propre travail à leur côté, d'une manière qui scandalisa Madame Pemberton, mais sembla amuser Alexander lorsqu'il l'observait depuis la fenêtre de son bureau, ce qu'elle feignait de ne pas remarquer, bien que son cœur s'accélérât chaque fois qu'elle apercevait sa haute silhouette immobile derrière la vitre. Le soir où elle le trouva sous la pluie, arriva sans avertissement. Une froide bruine d'octobre qui avait commencé après le dîner et continué après la tombée de la nuit. Et Éléanore lisait dans la bibliothèque quand un instinct qu'elle ne put nommer l'attira à la fenêtre donnant sur les terrains arrière, où elle le vit debout, parfaitement immobile devant le petit cimetière familial entouré de sa clôture en fer, son manteau sombre s'assombrissant encore plus avec l'humidité, sa tête inclinée dans ce qui ne pouvait être que du deuil, de la prière, ou une terrible combinaison des deux, et elle ne réfléchit pas, n'hésita pas, alla simplement chercher son lourd par-dessus dans le hall d'entrée et sortit sous la pluie pour se tenir à côté de lui devant les 2 petites pierres tombales qui portaient des noms qu'elle ne l'avait jamais entendu prononcer à haute voix. Elle n'offrit pas de mots de réconfort, car elle comprit instinctivement que les mots seraient malvenus, qu'ils briseraient la communion qu'il entretenait avec les souvenirs de ceux qu'il avait perdus, et elle se contenta donc de draper le manteau sur ses épaules et de se tenir silencieusement à ses côtés, la pluie trempant son propre châle et sa robe pendant qu'elle n'attendait rien de particulier, ne demandant rien, n'attendant rien, simplement présente dans son moment d'angoisse privée, en tant que témoin et compagne, plutôt qu'en tant qu'intruse. Quand il se tourna enfin pour la regarder, ses yeux gris contenaient quelque chose qu'elle n'y avait jamais vu auparavant. Pas exactement de la gratitude, bien que cela en fît partie, mais plutôt une sorte d'émerveillement, comme si elle lui avait fait un cadeau dont il ne savait pas avoir besoin. Et quand il lui offrit son bras pour retourner à la maison, sa main recouvrit brièvement la sienne dans un geste qui parla plus éloquemment que tous les mots qu'il aurait pu trouver. Et Éléanore sentit les murs entre eux bouger et se réinstaller dans une nouvelle configuration qu'aucun d'eux n'avait encore le courage de nommer. Le changement se fit progressivement, si subtilement qu'Éléanore n'aurait pu identifier le moment précis où Alexander commença à rechercher sa compagnie plutôt qu'à simplement la tolérer. Mais elle prit conscience au cours des semaines suivantes qu'il apparaissait plus fréquemment dans les pièces qu'elle occupait, qu'il s'attardait après le dîner pour poursuivre leur conversation, qu'il la cherchait dans la bibliothèque ou le salon du matin avec des questions sur les affaires du domaine qu'elle soupçonnait qu'il aurait pu résoudre assez facilement seul, lui demandant son avis sur les différends entre locataires, les améliorations agricoles et la rénovation des cottages aux confins de ses terres, et bien qu'elle hésitât au début, protestant qu'elle ne connaissait rien à de telles choses, il insista sur le fait que sa perspective était précieuse, que son esprit pratique et sa nature compatissante offraient des perspectives que ses intendants ne pouvaient fournir, et elle se retrouva impliquée dans la gestion de Thornwood d'une manière qu'elle n'avait jamais anticipée, ses journées remplies de buts et ses soirées remplies de discussions
qui allait bien au-delà des limites du simple devoir. C'est un mardi après-midi sans histoire qu'il lui présenta un petit paquet enveloppé dans du papier brun et noué avec une simple ficelle, sa manière si soigneusement décontractée qu'elle sut immédiatement que le cadeau avait une signification qu'il n'était pas disposé à reconnaître. Et quand elle l'ouvrit pour découvrir une première édition des Lyrical Ballads de William Wordsworth, sa reliure en cuir souple avec l'âge et ses pages portant les rousseurs de décennies, elle ne put parler tant l'émotion lui serra la gorge, se souvenant seulement vaguement avoir mentionné son amour pour Wordsworth lors d'un de leurs premiers dîners, il y a des semaines, un commentaire passager qu'elle avait elle-même oublié, mais qu'il avait apparemment chéri, et sur lequel il avait agi, et la prise de conscience qu'il avait écoutée si attentivement, s'était souvenu si fidèlement, s'était soucié suffisamment pour se procurer un volume qui avait dû nécessiter un effort considérable pour le localiser, la toucha plus profondément que des diamants ou des rubis n'auraient jamais pu le faire. La lettre arriva 3 jours plus tard, apportée par un cavalier du domaine de sa famille, annonçant que son père avait fait une rechute, sa respiration laborieuse et sa fièvre montant malgré les efforts du médecin local, et Eleanor s'apprêtait à commander une voiture, quand Alexander l'intercepta dans le couloir, ayant déjà appris d'une manière ou d'une autre le contenu de la correspondance, l'informant tranquillement que son propre médecin, le docteur Hartwell, était déjà en route, étant parti à l'aube avec pour instruction de n'épargner aucun effort et aucune dépense pour assurer le confort et le rétablissement de Lord Ashford. Elle le dévisagea avec étonnement, incapable de comprendre comment il avait su, quand il l'avait arrangé, ce qui avait provoqué une action si rapide et généreuse au nom d'un homme qu'il n'avait rencontré qu'une seule fois, et il sembla presque mal à l'aise sous son regard, marmonnant quelque chose sur le fait que c'était une petite affaire, facilement gérée, rien qui ne nécessitait de remerciements. Mais Eleanor sentit néanmoins des larmes lui piquer les yeux, reconnaissant dans ce geste non pas le calcul froid d'un duc protégeant ses intérêts dynastiques, mais la gentillesse sincère d'un homme qui se souciait de son bonheur, qui avait remarqué son inquiétude et avait agi pour la soulager avant même qu'elle n'ait demandé. Et à ce moment-là, elle reconnut en elle-même ce qu'elle avait désespérément essayé de nier, qu'elle tombait amoureuse de son mari, tombant amoureuse d'un homme qui avait juré de ne plus jamais aimer, et elle était absolument terrifiée par le chagrin d'amour qui l'attendait sûrement quand il ne pourrait pas, ne voudrait pas, retourner ce qu'elle désirait si follement offrir. L'annonce vint un matin gris de novembre, faite avec la franchise caractéristique d'Alexander au petit déjeuner, sa voix soigneusement neutre alors qu'il informait Eleanor qu'ils assisteraient au bal d'automne à Londres la semaine suivante, leur première apparition publique en tant que mari et femme sous le regard scrutateur de la haute société. Et Eleanor sentit sa tasse de thé trembler légèrement dans sa main alors que les implications l'envahissaient, les chuchotements qui la suivraient, les regards calculateurs des matrones qui se souvenaient de sa disgrâce, la possibilité de rencontrer ceux qui avaient été témoins de son humiliation 3 ans auparavant et qui jugeraient maintenant si elle s'était élevée ou si elle était simplement tombée dans des circonstances différentes, et bien qu'elle hochât la tête en signe d'acceptation avec un calme extérieur, Alexander sembla lire l'anxiété sous sa façade sereine, car il ajouta, presque brusquement, que des arrangements avaient été faits pour une nouvelle garde-robe digne de son rang, et qu'elle n'avait pas à se soucier des préparatifs, au-delà de la sélection de ce qui lui plaisait, parmi les options que ses avocats arrangeraient. La modiste arriva 2 jours plus tard, une formidable Française nommée Madame Beaumont, qui avait habillé des duchesses et des comtesses tout au long de sa carrière illustre, apportant avec elle des rouleaux de tissu de toutes les nuances imaginables, et une armée de couturières qui mesurèrent, épinglèrent et drapèrent jusqu'à ce qu'Eleanor se sente plus comme un mannequin de couturière qu'une femme vivante. Pourtant, les robes qui émergèrent de cette frénésie d'activité ne ressemblaient à rien de ce qu'elle avait jamais porté,
d'élégantes confections qui parvenaient à être à la fois à la mode et parfaitement adaptées à sa beauté tranquille, ni trop audacieuse, ni trop discrète. Et quand la pièce finale arriva, une robe de soie bleu nuit qui chatoyait comme la lumière des étoiles sur l'eau, Éléanore put à peine croire que la femme qui la regardait dans le miroir était vraiment elle-même. Les saphirs arrivèrent le soir même du bal, présentés dans un écrin de velours qu'Alexander lui tendit avec une expression qu'elle ne put tout à fait déchiffrer. Et quand elle l'ouvrit pour découvrir un collier de gemmes d'un bleu si profond qu'elle semblait contenir le ciel nocturne dans leur profondeur, entouré de diamants qui attrapaient la lumière des bougies comme des étoiles éparpillées. Son souffle se coupa dans sa gorge, et elle ne trouva aucun mot adéquat pour exprimer ce qui s'agitait dans sa poitrine, réussissant seulement un merci chuchoté qui semblait terriblement insuffisant pour une telle magnificence. Et Alexander se contenta de hocher la tête, ses yeux gris fixés sur son visage, comme pour mémoriser sa réaction, avant de partir, pour lui permettre de terminer ses préparatifs. Quand Éléanore descendit le grand escalier de Thornwood Hall ce soir-là, la soie de minuit bruissant doucement à chaque pas et les saphirs brillant contre sa peau pâle, elle vit Alexander qui attendait en bas, resplendissant dans une tenue de soirée noire formelle, et elle vit quelque chose changer dans son expression, une légère ouverture de ses lèvres, une immobilité momentanée, une lueur dans ses yeux gris qu'elle aurait pu appeler de l'émerveillement si elle avait osé le nommer, avant qu'il ne se ressaisisse et lui offre son bras avec une douceur qui semblait en contradiction avec sa réputation sévère. Sa voix basse et étrangement rauque alors qu'il lui disait qu'elle n'avait rien à craindre ce soir, qu'elle éclipserait chaque femme présente sans effort, que quiconque ne reconnaîtrait pas sa valeur ne révélerait que sa propre déficience, et bien qu'Éléanore soupçonna qu'il entendait ces mots comme un simple réconfort, l'intensité avec laquelle il les prononça, la façon dont sa main recouvrit la sienne sur son bras alors qu'il la conduisait à la voiture qui attendait, suggérait quelque chose de bien plus profond que la courtoisie sociale, quelque chose qui faisait battre son cœur d'un espoir terrifié, alors qu'il partait dans la nuit vers ce qui les attendait dans les salles de bal scintillantes de Londres. La salle de bal flamboyait de 10 000 bougies se reflétant dans des miroirs dorés et des lustres de cristal. Et Éléanore sentit tous les yeux se tourner vers eux, alors qu'elle et Alexander descendaient le grand escalier dans l'assemblée scintillante, le poids du regard de la société pesant sur elle comme une force physique, tandis que des murmures ondulaient à travers la foule. Le duc de Pierre et sa mystérieuse épouse, la femme qui avait réussi à capturer le célibataire le plus insaisissable d'Angleterre, l'ancienne presque vicomtesse dont les fiançailles rompues avaient fourni de si délicieux ragots 3 saisons auparavant. Et elle se tint avec toute la dignité qu'elle put rassembler, le menton levé et la main stable sur le bras d'Alexander, puisant sa force dans sa présence solide à ses côtés, alors qu'il naviguait dans la mer de visages curieux et de regards calculateurs, passant par les salutations et les présentations obligatoires avec une grâce qui la surprit elle-même, et elle commençait à croire qu'elle pourrait survivre à cette soirée indemne lorsqu'elle le vit de l'autre côté de la salle de bal, Lord Reginald Blackwood, toujours beau de cette manière superficielle qui avait autrefois captivé son jeune cœur insensé, sa femme à ses côtés drapée de bijoux qui ne pouvaient dissimuler le pli amer de sa bouche ou le malheur qui assombrissait ses yeux. Et Éléanore sentit son calme vaciller un instant avant de se ressaisir, se détournant comme si elle ne l'avait pas remarqué du tout. Mais Reginald n'avait jamais été du genre à laisser passer une offense sans remarque, et en quelques minutes, il s'était manœuvré sur leur chemin. Son sourire acéré de malice alors qu'il offrait une révérence exagérée et remarquait assez fort pour que les invités à proximité l'entendent qu'il était simplement stupéfait de voir la chère Éléanore si bien portante, qu'il n'avait pas réalisé que le duc collectionnait les cas de charité avec ses autres antiquités,
qu'il supposait que même le duc de Pierre pouvait devenir assez désespéré pour épouser n'importe quelle femme commode qui se présentait à sa porte, et les mots frappèrent Éléanore comme des coups physiques, chacun conçu pour blesser, pour lui rappeler sa place, pour la réduire une fois de plus à la jeune fille humiliée qu'il avait rejetée. Mais avant qu'elle ne puisse formuler une réponse, la voix d'Alexander trancha la foule murmurante comme une lame de glace, froide, précise et dévastatrice dans sa fureur contenue. Alors qu'il informait Lord Blackwood qu'il trouvait remarquable qu'un homme noyé dans les dettes de jeu envers la moitié des clubs de Londres, un homme dont la fortune de sa femme avait été dilapidée en danseuse d'opéra et en cartes en moins de 2 ans de mariage, un homme dont le propre père avait publiquement déploré le manque de caractère de son fils, oserait parler de charité ou de désespoir ou de la valeur de toute dame présente, et encore moins de la duchesse de Thornwood, et la salle de bal était maintenant tombée dans un silence complet, chaque oreille étendue pour capter chaque mot, alors qu'Alexander continuait, sa voix portant clairement à travers l'assemblée figée, déclarant qu'il n'avait pas épousé Eleanor Ashford par pitié ou par convenance, mais par la reconnaissance profonde qu'elle possédait plus de grâce, plus d'intelligence, plus de valeur authentique dans son plus petit geste que Reginald Blackwood ne pourrait en comprendre en une vie de poursuites superficielles, qu'il se considérait comme l'homme le plus chanceux d'Angleterre de l'appeler sa femme, et que quiconque l'insultait lui, et serait traité en conséquence. Et Reginald était devenu pâle comme du parchemin, balbutiant une réponse inadéquate, avant de se retirer avec sa femme mortifiée dans la foule. Et Eleanor se tenait tremblante à côté de son mari, alors que la salle de bal revenait lentement à la vie autour d'eux, les chuchotements portant maintenant un ton entièrement différent. Émerveillement, respect, et la délicieuse satisfaction de voir un scélérat recevoir son dû, tandis qu'Alexander la guidait vers la salle de rafraîchissement avec une main qui tremblait presque imperceptiblement contre le creux de son dos. Le trajet en voiture pour rentrer se passa dans un silence qui semblait lourd de choses non dites, le claquement rythmique des sabots contre les pavés et le doux balancement du véhicule étant les seuls accompagnements des pensées tumultueuses d'Éléanore, alors qu'elle était assise en face d'Alexander, dans l'obscurité capitonnée de velours, tremblant encore de ce qui s'était passé dans cette salle de bal scintillante, son esprit rejouant ces mots encore et encore, la plus belle dame d'Angleterre, l'homme le plus chanceux. Quiconque l'insultait lui, des mots prononcés non pas en chuchotement privé, mais déclarés devant la crème de la société, des mots qui avaient fait taire toutes les langues cruelles et transformé les regards apitoyés qu'elle avait redoutés en expressions de respect sincère et même d'envie, et quand elle trouva enfin sa voix, elle sortit petite et émerveillée, alors qu'elle le remerciait, bien que l'inadéquation de ces 2 simples mots pour transmettre l'énormité de ce qu'il avait fait pesa lourdement sur sa poitrine. Et Alexander sembla presque surpris par sa gratitude, son expression vacillant, avec quelque chose qui aurait pu être de l'embarras, alors qu'il se déplaçait sur son siège et répondait brusquement que n'importe quel gentleman aurait fait de même, que le comportement de Blackwood était inexcusable et nécessitait une correction, qu'elle n'avait pas besoin d'en faire plus que ce que c'était, mais même en prononçant ces mots dédaigneux, sa main traversa l'espace entre eux et recouvrit la sienne là où elle reposait sur ses genoux, ses doigts chauds et forts se refermant sur les siens, et le contact, le premier contact délibéré et tendre qu'ils avaient partagé pendant toute leur semaine de mariage, envoya une décharge de sensations à travers tout le corps d'Eleanor, un courant de sentiments si intense qu'elle pouvait à peine respirer, et elle vit sa propre inspiration brusque, vit la façon dont ses yeux trouvèrent les siens dans la faible lumière des lanternes filtrant à travers les fenêtres de la voiture, vit quelque chose de brut et de non gardé traverser ses traits avant qu'il ne se ressaisisse. Pourtant, il ne relâcha pas sa main, et ils parcoururent le reste de la distance jusqu'à leur maison de ville de Londres dans cette connexion électrique, paume contre paume,
aucun ne voulant briser le pont fragile qu'ils avaient réussi à construire entre eux. Cette nuit-là, Éléanore resta éveillée dans sa chambre d'amis, les saphirs retournés dans leur écrin de velours, mais brûlant encore contre sa mémoire comme des marques, et elle ne put plus maintenir la fiction soignée qu'elle avait construite autour de son propre cœur. La prétention que ce mariage était simplement pratique, simplement sûr, simplement un arrangement sensé entre deux âmes blessées, cherchant un abri contre un monde qui les avait blessées, toutes les deux. Car la vérité la traversa avec une clarté indéniable. Elle l'aimait, aimait cet homme sévère et brisé qui avait défendu son honneur avec une dévotion si féroce, aimait les gestes tendres cachés sous son extérieur froid, aimait la façon dont il se souvenait de petits détails qu'elle mentionnait et agissait en conséquence sans fanfare, aimait chaque morceau fracturé de lui qu'il gardait si soigneusement à l'abri du monde, et la reconnaissance de ses propres sentiments la terrifia plus que toute humiliation sociale n'aurait jamais pu le faire, parce qu'elle s'était jurée de ne plus jamais être vulnérable au pouvoir d'un homme sur son cœur. Dans ses propres appartements, Alexander arpentait la pièce devant le feu mourant. Sa cravate jetée et ses mains serrées alors qu'il affrontait les ruines de chaque vœu qu'il avait fait dans les jours sombres après la mort de Catherine, quand il s'était agenouillé près de 2 tombes et avait promis à la terre froide qu'il ne permettrait plus jamais à une autre âme de détenir un pouvoir si dévastateur sur son bonheur, qu'il s'armerait de pierre et de glace et resterait à jamais imperméable à la dévastation particulière que l'amour provoquait inévitablement. Pourtant, le voilà, défait par une femme qui était apparue à sa porte dans une tempête, une femme qui ne lui demandait rien, mais qui avait réussi à tout revendiquer. Les jours qui suivirent le bal apportèrent un changement subtil, mais indéniable dans l'atmosphère entre eux, comme si les événements de cette soirée scintillante avaient entr'ouvert une porte que ni l'un ni l'autre n'avaient osé approcher auparavant. Et Éléanore vit Alexander rechercher sa compagnie avec une fréquence croissante, apparaissant dans le salon du matin où elle prenait son petit déjeuner, suggérant des promenades dans les jardins touchés par le gel, s'attardant après le dîner dans le salon plutôt que de se retirer immédiatement dans son bureau comme c'était son habitude. Et c'est un soir comme celui-là, alors qu'ils étaient assis devant le feu avec des verres de vin et le silence confortable qui était devenu familier entre eux, qu'il commença à parler de Catherine, sa première femme, une jeune fille de 17 ans lorsqu'ils se marièrent, douce et gentille et totalement impréparée à l'isolement de Thornwood Hall. Un mariage arrangé par leur famille qu'il avait accepté par devoir plutôt que par passion, et Eleanor écouta sans interruption alors qu'il décrivait comment il s'était sincèrement soucié de Catherine, avait essayé de la rendre heureuse, s'était senti responsable de son contentement, même en reconnaissant que l'amour profond et dévorant dont parlaient les poètes n'avait jamais existé entre eux. Et quand elle mourut dans cette terrible nuit de sang et d'angoisse, emmenant leur fils en bas âge avec elle dans les ténèbres, il avait été dévasté non seulement par le chagrin, mais aussi par la culpabilité, par le poids écrasant de se demander s'il l'avait en quelque sorte manqué, si un mari qui aimait vraiment sa femme aurait pu la sauver par la seule force de sa dévotion. Et il avait construit ces murs de pierre non seulement contre la douleur future, mais aussi contre la possibilité qu'il puisse une fois de plus se révéler insuffisant pour protéger quelqu'un qui dépendait de lui. Éléanore sentit des larmes lui piquer les yeux en écoutant, comprenant maintenant la profondeur des blessures qu'il portait, et quand il se tut, fixant les flammes avec une expression de vulnérabilité si brute qu'elle lui fit mal à la poitrine, elle se surprit à partager sa propre histoire à son tour. Comment la trahison de Reginald ne l'avait pas seulement humiliée publiquement, mais avait brisé quelque chose d'essentiel dans sa compréhension d'elle-même. Comment elle avait cru ses jolis mots et ses sourires charmants, avait bâti des rêves sur des fondations de sable, avait fait confiance à son propre jugement pour découvrir qu'il était catastrophiquement défaillant, et comment,
Par la suite, elle en avait conclu qu'elle était en quelque sorte indigne d'un amour sincère, qu'il devait y avoir un manque fondamental en elle qui la rendait facile à rejeter lorsqu'une meilleure option se présentait. Et la réponse d'Alexander fut immédiate et féroce, sa voix rauque d'émotion, alors qu'il déclarait que Reginald Blackwood était un imbécile du plus haut degré, que tout homme qui pouvait regarder Eleanor et voir autre chose que de l'extraordinaire était aveugle au-delà de toute rédemption, que sa valeur était évidente dans chaque mot qu'elle prononçait et chaque action qu'elle posait, et l'intensité dans ses yeux, alors qu'il disait ces mots, fit battre le cœur d'Eleanor dans sa poitrine, rendit sa respiration courte et rapide, la rendit douloureusement consciente de la proximité de leur position sur le canapé et de la facilité avec laquelle il serait possible de tendre la main et de le toucher. L'après-midi suivant, ils marchèrent ensemble dans les jardins qu'elle avait restaurés, les roses d'automne s'accrochant encore à leurs dernières fleurs malgré le froid qui avançait. Et alors qu'ils s'arrêtaient près de la fontaine qu'elle avait réussi à ranimer, leurs mains se frôlèrent, et aucun ne se retira, et ils restèrent là dans la lumière dorée du soleil couchant, les doigts presque entrelacés, la distance entre ce qu'ils étaient et ce qu'ils pourraient devenir, se rétrécissant à chaque regard partagé et chaque mot non dit. La lettre arriva un matin gris, alors que le givre s'accrochait encore aux vitres de Thornwood Hall. Livrée par un messager qui avait chevauché toute la nuit depuis le modeste domaine où le père d'Eleanor avait passé ses derniers mois dans le confort grâce aux médecins d'Alexander et aux fonds qui avaient afflué discrètement et sans fanfare pour assurer ses soins. Et Eleanor sut, avant de briser le sceau, quels mots l'attendaient à l'intérieur, car elle avait senti une étrange lourdeur dans son cœur en se réveillant, un pressentiment de perte qui se transforma en certitude alors que ses yeux parcouraient l'écriture soignée, l'informant que Lord Ashford était décédé paisiblement dans son sommeil, entouré des infirmières qu'Alexander avait fournies, ces dernières paroles étant une bénédiction pour sa fille et une gratitude pour le bonheur qu'elle avait trouvé. Et Eleanor resta assise très immobile pendant un long moment, la lettre tremblant dans ses mains, avant que le chagrin qu'elle avait contenu pendant tant de mois ne brise enfin les murs de son calme, et elle pleura, non pas les larmes délicates et jolies que la société jugeait appropriées pour une dame, mais des sanglots profonds et déchirants qui secouaient tout son corps, alors qu'elle pleurait non seulement son père, mais aussi le dernier lien avec sa vie antérieure, le dernier fil la reliant à la jeune fille qu'elle avait été avant que les tempêtes, les ducs de pierre et un amour inattendu ne la transforment complètement. Elle ne sut pas combien de temps elle resta assise là, dans la bibliothèque, blottie dans l'embrasure de la fenêtre où elle lisait si souvent, son visage enfoui dans ses mains et ses épaules secouées par le poids de son chagrin. Mais à un moment donné, elle prit conscience qu'elle n'était plus seule, que la porte s'était ouverte et fermée avec une discrétion silencieuse, que des pas avaient traversé le tapis vers elle, et puis, miracle des miracles, des bras forts l'enveloppèrent, la rassemblant contre une large poitrine qui sentait le bois de santal, la fumée de bois et quelque chose d'uniquement Alexander, et il la tint sans parler, sans offrir de platitude ou de réconfort vide, simplement présent, solide et chaud, alors qu'elle déversait son chagrin dans la fine laine de son manteau, et Eleanor s'agrippa à lui avec un désespoir qui l'aurait embarrassée si elle avait eu la capacité d'éprouver une autre émotion que le besoin écrasant d'être tenue par cet homme qui était devenu le centre de son monde entier. Quand enfin ses larmes se calmèrent en respirations saccadées et en hoquets occasionnels, Alexander lui pressa un mouchoir dans les mains, monogrammé, impeccable, tout à fait lui, et il ne la lâcha toujours pas, gardant un bras fermement autour de ses épaules, comme s'il craignait qu'elle ne se brise s'il la laissait partir. Et Eleanor murmura ses remerciements, s'excusant pour sa démonstration, pour avoir mouillé sa veste,
pour être si terriblement faible? Et la réponse d'Alexander fut immédiate et féroce, alors qu'il lui dit que le chagrin n'était pas une faiblesse, qu'aimer son père assez pour le pleurer profondément était un témoignage de son caractère, qu'elle n'avait jamais à s'excuser auprès de lui de ressentir des émotions, puis sa voix devint plus basse, plus rauque. Alors qu'il ajoutait que son bonheur était devenu important pour lui, plus important qu'il ne l'avait prévu, en proposant leur arrangement pratique, plus important qu'il ne pouvait facilement l'exprimer avec des mots qui semblaient toujours inadéquats à la tâche, et Éléanore leva les yeux vers lui à travers des cils mouillés de larmes, et vit dans ses yeux gris une tendresse qui lui coupa le souffle, et elle comprit que dans son moment de plus grande tristesse, elle avait trouvé son ancre, son port, son foyer. Une semaine s'était écoulée depuis qu'ils avaient inhumé son père dans le petit cimetière près du domaine familial, une semaine pendant laquelle Éléanore avait accompli les rituels du deuil avec la dignité tranquille qui était devenue son armure contre le monde, et tout au long de ces 7 jours, Alexander était resté une présence constante à ses côtés, non intrusive, jamais exigeante, simplement là de la manière qui comptait le plus, s'assurant qu'elle mangeait quand le chagrin lui coupait l'appétit, s'asseyant avec elle dans un silence complice quand les mots semblaient impossibles, s'occupant de l'interminable correspondance et des arrangements pour qu'elle puisse faire son deuil sans le fardeau des aspects pratiques pesant sur ses épaules. Et c'est le matin du 8e jour qu'il la trouva dans la salle du petit déjeuner et lui demanda, avec une incertitude qu'elle n'avait jamais entendue dans sa voix auparavant, si elle accepterait de marcher avec lui cet après-midi-là, car il y avait quelque chose qu'il souhaitait dire et un endroit particulier où il souhaitait le dire. Et Éléanore accepta sans poser de questions, son cœur battant étrangement dans sa poitrine à l'expression qu'elle entrevit dans ses yeux gris avant qu'il ne détourne le regard. L'après-midi était vif et doré, l'automne cédant à contre-cœur à l'approche de l'hiver, et Alexander la conduisit non pas vers les jardins ou les sentiers des landes qu'ils avaient parcourus ensemble tant de fois auparavant, mais vers l'avant de la grande maison, vers les portes massives en chêne, où le destin l'avait d'abord amené à lui en cette nuit de tempête qui semblait à la fois une éternité et de simples instants passés. Et quand ils se tinrent ensemble sur ce seuil, à l'endroit même où elle était apparue débraillée, désespérée et totalement inconsciente, qu'elle frappait à la porte de son avenir tout entier, Alexander se tourna pour lui faire face avec une expression qui lui coupa le souffle. La vulnérabilité et la détermination se livrent en bataille sur les lignes de son beau visage. Il commença à parler, et ses mots sortirent de manière hésitante, imparfaite, comme si chacun lui coûtait un effort énorme pour le libérer dans l'espace entre eux. Il lui dit qu'il avait fait un vœu 5 ans auparavant, debout près de 2 tombes qui contenaient tout ce qu'il pensait avoir encore à perdre, un vœu qu'il ne se permettrait plus jamais d'aimer, qu'il ne risquerait plus jamais la dévastation d'avoir le cœur brisé par des forces hors de son contrôle. Et il avait gardé ce vœu fidèlement pendant toutes les années vides qui suivirent, avait construit des murs de pierre autour de lui, si hauts et si épais, qu'il croyait que rien ne pourrait jamais les pénétrer. Et puis elle était apparue dans une tempête, cette femme aux yeux tristes, à la force tranquille et à la dignité que la honte et le malheur n'avaient pas réussi à diminuer, et elle l'avait complètement défait sans même essayer, avait trouvé des fissures dans ses défenses dont il ne connaissait pas l'existence et les avait remplies de lumière, de chaleur et de quelque chose de terriblement proche de l'espoir. Sa voix devint plus rauque alors qu'il avouait qu'il l'aimait, non pas comme le devoir l'exigeait, non pas comme leur arrangement de convenance pourrait le suggérer, mais avec chaque morceau fracturé de son cœur supposément gelé, qu'il aimait son intelligence, sa gentillesse et son courage, qu'il aimait la façon dont elle avait transformé sa maison froide en un foyer, qu'il aimait la façon dont elle le regardait comme si elle ne voyait pas le redoutable duc de Pierre, mais simplement un homme digne de son estime,
et il ne lui demandait rien en retour, sauf l'honnêteté, car il préférait connaître la vérité de ses sentiments, quels qu'ils soient, plutôt que de continuer dans l'incertitude. Eleanor sentit les larmes couler sur ses joues avant de pouvoir les arrêter, des traînées chaudes d'émotion qu'elle n'essaya pas de cacher à l'homme qui se tenait devant elle, son cœur mis à nu, et elle se surprit à parler avant d'avoir consciemment décidé de répondre, les mots jaillissant d'une source profonde en elle qui avait attendu toute sa vie ce moment précis pour déborder. Elle lui dit qu'elle n'avait jamais attendu de trouver l'amour, qu'elle avait abandonné de tels espoirs fantaisistes la nuit où la cruauté de Reginald lui avait appris qu'elle n'était pas le genre de femme que les hommes chérissaient, qu'elle s'était résignée à une vie d'arrangement pratique et de contentement tranquille au mieux. Et puis elle avait frappé à sa porte en désespoir de cause, et s'était retrouvée face à un homme que le monde appelait de pierre, mais qu'elle avait appris à connaître comme quelque chose de bien plus précieux. Un homme aux profondeurs cachées et à la tendresse inattendue, un homme qui se souvenait de son poète préféré, envoyait des médecins sans qu'on le lui demande, et la tenait dans ses bras, pendant qu'elle pleurait, sans rien exiger en retour, et elle l'aimait avec une intensité qui l'effrayait et l'exaltait à la fois. Aimait non pas le duc de Thornwood, mais Alexander, simplement Alexander, avec toutes ses blessures, ses murs, et le cœur magnifique et meurtri qu'il venait de lui offrir en garde. Le son qui s'échappa de la gorge d'Alexander fut un mélange de rire et de sanglots, le soulagement, la joie et l'incrédulité s'en mêlant en une seule expiration. Puis il tendit la main vers elle, ses mains berçant son visage avec une douceur qui démentait leur force, ses pouces essuyant ses larmes comme si elles étaient des choses précieuses. Et il l'embrassa, timidement d'abord, une question plutôt qu'une affirmation. Et quand elle répondit en se hissant sur la pointe des pieds et en se pressant plus près, le baiser s'approfondit en quelque chose qui vola le souffle d'Eleanor et fit chanter son sang dans ses veines, tendre, passionné et douloureusement parfait sous le porche où le destin l'avait d'abord amené à lui une nuit de tempête et de désespoir. Ce soir-là, alors que le crépuscule peignait Thornwood Hall de teintes ambrées et roses, Alexander conduisit Eleanor aux appartements qu'ils n'avaient partagés que de nom depuis leur mariage, et cette fois, lorsque la porte se referma derrière eux, il n'y avait plus de barrières entre eux, plus de murs de bienséance, de prétention ou d'autoprotection, seulement deux âmes qui avaient trouvé l'une en l'autre le foyer qu'elles avaient cessé de croire exister. Et Eleanor découvrit que la passion n'était pas le sentiment excessif des romans, mais quelque chose de bien plus profond, une union des corps qui était simultanément une union des cœurs, une expression physique de la vérité émotionnelle qui la laissa tremblante, entière et plus elle-même qu'elle ne l'avait jamais été. Et Alexander, l'homme qui avait juré de ne plus jamais aimer, découvrit que son cœur n'était pas la ruine brisée qu'il avait crue, mais plutôt un vaisseau qui avait attendu, vide et patient, que la bonne personne le remplisse de lumière. Et alors qu'il tenait Eleanor dans l'obscurité ensuite, sa tête posée sur sa poitrine et ses doigts traçant des motifs oisifs sur sa peau, il comprit enfin que certains vœux n'étaient pas faits pour être tenus éternellement, que parfois rompre une promesse envers soi-même n'était pas de la faiblesse, mais de la sagesse, non pas de la trahison, mais un accomplissement, et que la femme dans ses bras lui avait rendu quelque chose qu'il pensait avoir enterré dans 2 tombes 5 ans auparavant, la capacité à la joie. Les semaines qui suivirent leur confession transformèrent Thornwood Hall de manière à la fois subtile et profonde, car l'amour, une fois reconnu, ne pouvait être contenu ou caché, et il débordait d'Eleanor et d'Alexander en regards, en contacts et en petites intimités que le personnel de la maison observait avec des sourires complices et une approbation chaleureuse, et lorsque l'invitation arriva pour le bal de Noël
organisé par la comtesse de Pemberton, l'événement le plus attendu de la saison hivernale, Elinor ne ressentit aucune de l'anxiété qui l'avait tourmentée avant le bal d'automne, car elle entrerait dans cette assemblée scintillante non pas comme une femme cherchant l'acceptation, mais comme une femme qui avait déjà trouvé quelque chose de bien plus précieux que l'approbation de la société, et Alexander, la regardant lire l'invitation avec une confiance tranquille plutôt que de l'appréhension, sentit son cœur se gonfler de fierté pour la femme remarquable qui avait somehow choisi de l'aimer, malgré tous les murs qu'il avait érigés contre une telle vulnérabilité. La nuit du bal arriva, fraîche et claire, le givre scintillant sur les terres de Thornwood Hall comme des diamants éparpillés, alors que leur voiture partait, et Eleanor portait une robe de velours vert émeraude profond qui complétait les reflets auburn de ses cheveux. Le collier de saphir qu'Alexander lui avait offert, reposant contre sa gorge comme une promesse rendue visible, et quand ils entrèrent dans la magnifique salle de bal de la comtesse, la conversation ne cessa pas tant qu'elle ne changea, se transformant des murmures suspicieux qui les avaient accueillis des mois auparavant en quelque chose de tout à fait différent. De la curiosité, oui, mais aussi de l'émerveillement, car le changement chez le duc de Thornwood était immédiatement apparent pour quiconque avait des yeux pour voir. Les lignes dures de son visage adoucies par une expression que l'on ne pouvait qualifier que de contentement, sa main reposant au creux du dos de sa femme avec une possessivité qui ne parlait pas de propriété, mais de chérissement, et quand il regardait Elinor, ce qu'il faisait fréquemment et sans conscience apparente qu'il le faisait, ses yeux gris contenaient une chaleur qui faisait chuchoter les matrones derrière leurs éventails qu'elles n'avaient jamais vu pareille chose de toutes leurs années à observer les machinations de la société. Ils dansèrent ensemble tandis que l'orchestre jouait une valse, et Eleanor eut l'impression de flotter, tenue en sécurité, dans les bras d'Alexander, tandis que la lumière des bougies projetait des ombres dorées sur le sol poli, et elle était consciente des yeux posés sur eux, des yeux curieux, des yeux envieux, des yeux approbateurs. Mais elle découvrit qu'elle ne se souciait d'aucun d'entre eux, car son monde s'était rétréci à cet homme qui la guidait à travers les pas, avec une grâce inattendue, qui penchait la tête pour lui murmurer quelque chose à l'oreille qui la fit rire d'un plaisir sincère, qui la regardait comme si elle était la seule femme dans la pièce, dans le monde, dans l'existence. De l'autre côté de la salle de bal, Lady Blackwood regardait avec une expression qui mêlait désir et amertume à parts égales, sa robe coûteuse et ses bijoux élaborés ne parvenant pas à dissimuler le malheur qui s'était installé dans les lignes autour de sa bouche, et à côté d'elle, Lord Reginald se tenait avec la dissolution de l'excès de boisson, commençant à se voir dans son teint fleuri, son attention fixée sur une jeune veuve, avec plus de beauté que de sens, pendant que l'humiliation de sa femme se déroulait aux yeux de tous, et Elinor ne ressentit pas de triomphe, mais quelque chose de plus proche de la pitié. Car elle comprenait maintenant que le rejet de Reginald n'avait pas été sa tragédie, mais son salut, la porte qui s'était fermée si douloureusement, l'ayant finalement conduite à la porte de Thornwood Hall et à l'homme qui était devenu le véritable foyer de son cœur. La comtesse elle-même s'approcha d'eux entre deux danses, ses yeux perspicaces les jaugeant, et elle déclara d'une voix calculée pour porter que le duc de Thornwood et sa duchesse étaient le plus beau couple de la saison, que leur dévotion évidente faisait honneur à l'institution du mariage, et qu'elle s'attendait à les voir à chaque réunion dorénavant, et Alexander accepta cette proclamation avec grâce, tandis qu'Eleanor souriait et remerciait leur hôtesse, et plus tard dans la soirée, alors que toast après toast était porté en leur honneur et que la société accueillait la duchesse de Thornwood comme l'une des leurs, Eleanor se pencha près de son mari et murmura qu'elle était prête à rentrer à la maison, et le sourire qu'Alexander lui adressa en réponse, tendre, brûlant et plein de promesses, confirma ce que toutes les personnes présentes avaient déjà conclu, que le duc de Pierre avait été complètement et irrévocablement dégelé,
et que la femme tranquille qui avait accompli cet exploit était peut-être la dame la plus chanceuse d'Angleterre, bien que ceux qui les connaissaient bien comprenaient que la chance coulait également dans les deux sens. 5 ans s'étaient écoulés depuis cette nuit orageuse où Eleanor frappa pour la première fois à la porte de Thornwood Hall, et la transformation opérée sur le domaine pendant ce temps n'était rien de moins qu'un miracle, car là où régnait autrefois un silence froid, et où les ombres s'accumulaient dans des coins négligés, maintenant la chaleur, la lumière et les sons irrépressibles de l'enfance remplissaient chaque pièce et chaque couloir, et la nurserie qui était restée scellée si longtemps, ce sanctuaire de deuil et de perte qu'Alexander avait cru ne jamais rouvrir, débordait maintenant de vie sous la forme de 3 enfants qui avaient hérité des cheveux sombres de leur père et des yeux intelligents de leur mère, le jeune Edward, l'héritier, qui à 4 ans montrait déjà le comportement sérieux de son père, tempéré par des éclairs de l'humour doux de sa mère, et les filles jumelles, Charlotte et Margaret, qui à 2 ans étaient un tourbillon de rires dorés et de doigts potelés, toujours tendus vers les papillons dans les jardins bien-aimés de leur mère, et Éléanor s'arrêtait souvent dans l'entretien de ces jardins, qui étaient devenus renommés dans tout le comté pour leur beauté et leur abondance, pour regarder son mari sur la grande pelouse, le redoutable duc de Pierre, réduit à ramper à 4 pattes, pendant que ses filles grimpaient sur son dos, et que son fils commandait des armées imaginaires avec une épée en bois, et dans ces moments-là, son cœur se gonflait d'une gratitude si profonde qu'elle frisait la douleur. Gratitude pour la tempête qui avait brisé la roue de sa voiture, pour le courage qui avait propulsé ses pieds tremblants vers ces portes imposantes, pour l'homme qui les avait ouvertes et, sans le savoir, avait ouvert la porte à une vie qu'elle n'avait jamais osé imaginer pour elle-même. Le domaine prospérait sous leur intendance conjointe, car Éléanor s'était révélée aussi capable en matière de gestion qu'en matière de cœur, et Alexander avait découvert que partager ses fardeaux avec une véritable partenaire les rendait plus légers plutôt que de diminuer son autorité, et les serviteurs, dont beaucoup avaient servi pendant les années sombres et se souvenaient du deuil glacé du maître, parlaient du duc et de la duchesse avec une affection et une loyauté sincère qui dépassaient le simple emploi, car ils avaient été témoins du miracle de la restauration de l'amour et se considéraient chanceux de servir une maison où le bonheur n'était pas joué, mais véritablement ressenti. Dans l'aile est de la grande maison. Une nouvelle bibliothèque avait été construite et dédiée à la mémoire du père d'Éléanor, ses étagères garnies de volumes de philosophie et de poésie qu'il avait aimés, un sanctuaire tranquille, où Éléanor se retirait souvent pour se sentir proche de l'homme dont elle honorait la mémoire, et dont les derniers mois avaient été adoucis par la sécurité qu'Alexander avait fournie sans jamais qu'on le lui demande. Et parfois, Alexander la trouvait là, avec des larmes sur les joues, et il s'asseyait simplement à côté d'elle et lui prenait la main, offrant le même réconfort sans parole qu'elle lui avait autrefois offert sous la pluie près du cimetière familial, car ils avaient appris que l'amour n'était pas seulement passion et joie, mais aussi le partage des chagrins, le maintien d'un espace pour le deuil, la présence stable qui disait sans mots qu'aucun fardeau ne devait être porté seul. Leur amour n'avait pas seulement duré, mais s'était approfondi à chaque saison qui passait, surmontant les défis qui accompagnaient la construction d'une famille et la gestion d'un vaste domaine, s'enrichissant par les petits actes quotidiens de gentillesse et de considération qui parlaient plus fort que toute grande déclaration, et quand ils gisaient ensemble dans l'obscurité de leur chambre, les corps entrelacés et les cœurs battant en une synchronie confortable, ils s'émerveillaient souvent du chemin improbable qui avait conduit 2 âmes brisées à trouver la plénitude l'une en l'autre. Le soleil du soir peignait le ciel de teintes ambrées et roses, alors qu'Eleanor et Alexander marchaient ensemble sur les terres de Thornwood Hall, leurs enfants courant devant eux sur la pelouse manucurée avec l'énergie débordante que seuls les très jeunes possèdent, Edward menant ses sœurs dans un jeu élaboré de son invention,
tandis que leur rire résonnait sur le domaine comme de la musique. Et Éléanore s'arrêta pour les regarder, sa main reposant dans le creux du bras d'Alexander, son cœur si plein qu'elle se demandait s'il n'allait pas déborder, et ses pensées dérivèrent en arrière, à travers les années, jusqu'à cette terrible nuit de tempête, où elle s'était tenue à ces mêmes portes, trempée, frissonnante et désespérée, une femme qui avait tout perdu, ses fiançailles, sa réputation, la fortune de sa famille, et presque son espoir, n'imaginant jamais, n'osant jamais rêver, qu'elle n'approchait pas de sa destruction, mais de sa délivrance. Que les portes imposantes de Thornwood Hall s'ouvriraient non seulement pour offrir un abri contre la pluie, mais pour l'accueillir dans une vie plus riche et plus belle que toutes celles qu'elle avait jamais envisagées pour elle-même. Et elle se tourna pour regarder l'homme à ses côtés, cet homme qui avait semblé taillé dans la pierre lors de leur première rencontre, dont les yeux gris n'avaient contenu que l'hiver, dont le cœur qu'il avait déclaré gelé, au-delà de tout dégel. Et elle s'émerveilla du voyage qui les avait menés de cette première rencontre froide à cette soirée dorée, d'étrangers liés par la commodité, à des amants liés par le choix, de deux âmes brisées qui avaient abandonné l'espoir à deux cœurs entiers, battant à l'unisson. Alexander capta son regard et comprit, comme il semblait toujours comprendre ses pensées sans avoir besoin de mots, et il porta sa main à ses lèvres dans un geste qui était devenu aussi naturel que de respirer, et il dit doucement qu'il avait juré de ne plus jamais aimer, qu'il avait cru son cœur enterré dans cette petite tombe à côté de sa première femme, qu'il avait construit des murs si hauts et si épais qu'il les pensait impénétrables, et pourtant elle avait frappé à sa porte dans une tempête, et d'une manière ou d'une autre, sans force, sans exigence, sans rien d'autre que sa propre douce présence, elle avait trouvé chaque fissure dans ses défenses, s'était glissée à travers chaque barrière, l'avait fait ressentir à nouveau, alors qu'il était certain que le sentiment était à jamais hors de sa portée. Et il comprenait maintenant que certains vœux étaient faits pour être brisés, que certains murs n'étaient construits que pour que la bonne personne puisse les abattre, que le cœur qu'il croyait mort n'avait fait qu'attendre, l'attendant elle, attendant cette vie, attendant ces enfants dont les voix résonnaient à travers le crépuscule comme des cloches. Et ainsi leur histoire se termine, cher auditeur, non pas par une fin, mais par une continuation, car l'histoire d'amour d'Eleanor et d'Alexander ne s'est pas terminée avec une confession, une consommation, ou même la naissance de leurs enfants, mais se poursuit encore, écrite fraîchement chaque matin, dans des regards partagés, des mains jointes, et les 1000 petites attentions qui composent une vie construite ensemble. Et peut-être que leur conte offre ce doux rappel, que l'amour nous trouve non pas quand nous le cherchons le plus désespérément, mais souvent quand nous avons cessé de le chercher, que les portes sur lesquelles nous craignons de frapper peuvent s'ouvrir sur notre plus grand bonheur, que les cœurs que nous croyons à jamais gelés peuvent encore apprendre à battre à nouveau avec chaleur, joie et passion, et que parfois les plus grandes histoires d'amour ne commencent pas par une rencontre dans une salle de bal ou une déclaration romantique, mais par une tempête, une roue brisée, et le courage de demander un abri à un étranger qui ne le restera pas longtemps. Et nous vous remercions, chers auditeurs, d'avoir parcouru ce chemin avec Eleanor et Alexander, d'avoir partagé leur chagrin et leur joie. Et nous vous souhaitons la même bénédiction qu'ils ont trouvée l'un dans l'autre, un amour inattendu, un amour non recherché, un amour qui guérit ce qui a été brisé et construit ce qui durera.